Cette vidéo est sponsorisée par Oli, une marque de boisson, et on en parle juste après ça. Williams. Par où commencer? Si pour certains, ce patronyme n'est qu'un nom d'une écurie de Formule 1 peinant à inscrire des points depuis des années, pour d'autres, ce nom incarne le succès. L'histoire peut-être, comme un vestige d'une époque de plus en plus lointaine. Williams, c'est le rêve d'un homme aujourd'hui disparu. Jadis, grand sportif condamné à rester figé sur sa chaise, mais dont la passion, le dévouement, l'inflexibilité et la ténacité lui ont permis de bâtir l'une des plus grandes écuries que la course automobile ait connue. Oui, aujourd'hui, c'est un gros morceau quand on va parler de Williams. Avant d'entrer pleinement dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les boissons Oli, des boissons made in Berlin que j'aime beaucoup. Je pense que vous connaissez à force. Ce sont des boissons qui se présentent sous forme de poudre que vous diluez et vous avez 3 gammes de produits entre énergie, iced tea et hydration. Ces boissons ont beaucoup de qualité, pas de sucre, pas de taurine ou autre. Puis aussi, c'est moins cher et il y a beaucoup moins de déchets. Mais surtout, c'est bon. Mine de rien, c'est important. Ah oui, et il y a peut-être un défaut. Le choix. Vous avez vu, même les défauts sont des qualités. Oui, parce qu'avec plusieurs saveurs dans les 3 gammes, c'est peut-être compliqué de choisir, mais Oli a pensé à tout et heureusement, il existe des packs découvertes pour que vous testiez un maximum de saveurs avant de faire votre choix. Sinon, ce mois-ci, je vous invite à tester le tout nouveau Frosty Fox. Régulièrement, Oli ajoute de nouvelles saveurs à leur catalogue avec en plus des éditions limitées parfois. Oli, c'est une marque active et franchement, j'aime beaucoup. Vous trouverez un lien en description et je vous invite à vous servir des 2 codes promotionnels. Le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, ça permet de travailler plus sereinement sur des vidéos comme celle-ci et j'espère qu'elle vous plaira. Voici Williams. Williams, c'est l'une des écuries les plus prestigieuses de la Formule 1 avec 114 victoires, 128 pole positions, 9 titres constructeurs et 7 titres pilotes. Une référence à la hauteur de McLaren dans les prouesses trouve leur source dans le rêve d'un homme, Frank. Sir Frank Owen Corbett Williams est né le 16 avril 1942 à South Shields en Angleterre. Il est le fils d'un officier de la Royal Air Force et d'une mère professeure. Frank grandit dans un contexte d'après-guerre et va recevoir une éducation stricte. Après le divorce de ses parents, le jeune Frank va être élevé en partie par son oncle et sa tante. Envoyé dans un internat, la vie de Frank bascule durant son adolescence lorsqu'un ami l'invite à grimper dans une Jaguar XK 150. À bord, Williams y trouve sa vocation. Les voitures, la vitesse et le pilotage sont désormais les seuls centres d'intérêt du jeune Anglais qui s'ouvre les portes de la course en tant que mécanicien. C'est ainsi qu'il fait la rencontre d'un certain Pierce Courage et les 2 Britanniques deviennent amis. En plus de ses activités de mécanicien, Frank s'essaye au pilotage, derrière le volant de voitures de tourisme et même en F3. Hélas, Frank atteint ses limites, mais hors de question d'abandonner ce monde. Il est tombé amoureux de la course et va trouver un moyen d'y consacrer sa vie et de côtoyer les pilotes. Nous sommes dans les années 60, en 1966 plus précisément, et Frank crée Frank Williams Racing Cars. L'histoire est lancée. Il faut tout de même savoir que Frank n'a pas grandi dans une famille aisée, bien au contraire. À cette période, il faut dire que c'est très précaire, mais l'Anglais a investi tout dans sa passion. Il ira même jusqu'à vendre ses dernières cravates pour payer les engagements. Enfin, cette époque de galère compte pas mal d'anecdotes du genre, et déjà un trait de caractère se dessine. En plus de la passion, Williams est dévoué. L'histoire débute donc ainsi, sur les pistes de Grande-Bretagne et d'Europe, à engager des pilotes en F3, puis en F2, et toujours avec son ami Pierce Courage. En plus de Pierce Courage, il faut tout de même noter que Frank a fait rouler des noms comme Derek Bell, Carlos Reutemann, Hugh Huntry ou encore un certain Max Mosley. Mais c'est bien Courage qui fait décoller Williams en 68 en F2 européenne. Pierce s'impose à Pergusa et se classe 6ème du championnat.
Cette bonne saison permet à Williams d'acquérir une Formule 1, une Brabham BT26A à moteur Ford Cosworth. A l'époque, être une écurie de Formule 1 ne voulait pas forcément dire être un constructeur de Formule 1, contrairement à aujourd'hui. Et c'est le cas de Williams qui engage donc cette Brabham en F1 et va même obtenir de très bons résultats car Courage termine deuxième à Monaco derrière Graham Hill. Et il réitère en fin de saison avec un nouveau podium à Watkins Glen, cette fois-ci derrière Jochen Rindt. Pierce et Frank ont conduit Williams au podium dès leur première saison, et ces faits d'armes ne passent pas inaperçus. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Frank n'avait pas le droit d'utiliser les Brabham en Formule 1. Enfin, pas le droit. Jack Brabham lui-même avait fait part de son désaccord envers Frank, mais ce dernier ne l'a pas écouté. Mais les choses s'arrangent pour Brabham car un certain Gianpaolo Dallara, qui est ingénieur chez De Tomaso, est séduit et convainc Frank d'utiliser ses voitures pour 70. Et Frank accepte. Si lors d'une course hors championnat à Silverstone, Pierce Courage parvient à mener sa nouvelle monture à la 3e place, en mondial, c'est bien plus compliqué. Cette De Tomaso n'est pas bonne et Frank voit son pilote en difficulté. Les problèmes s'enchaînent et les choses s'aggravent à Zandvoort, 5e course de la saison. Au 23e tour, Courage sort violemment de la piste. Le pilote Williams part en tonneau et un incendie se déclenche. La course n'est évidemment pas interrompue et dans cet impressionnant brasier, Frank Williams perd son plus proche ami. Cette scène atroce devient un élément central dans la vie de Frank et par extension, dans la vie de Williams qui n'en est qu'à ses débuts. And when you heard the news, how did you hear the news? Well, all I will say is that it was a major shock. I was very young. We didn't expect a shock like that. And I remembered I went to the race organizer, a man called John Korschmidt, and I said, John, just tell me his Piers dead. Are you sure he's dead? And he said, I'm sure. And I said, tell me that again. And he told me he is dead, Frank. 3 times. I said, okay. Thank you. Then I had the job of telling his wife, Pierre's wife. And I'd rather not talk about that. Après cet accident et la perte de son ami, Frank sera désormais beaucoup plus froid avec ses pilotes, comme pour se prévenir d'une éventuelle douleur de la perte d'un ami. Si en 70, Frank est encore un petit nom dans le milieu de la course, la légende qu'il a construite au fil des années le mettra progressivement sur les devants de la scène. Frank deviendra de plus en plus connu du grand public et aura toujours cette réputation particulière avec ses pilotes dont certains en ont souffert. Jamais mis au-dessus de l'équipe, cette attitude froide envers ceux qui pilotaient ses voitures sera parfois source de tension. Souvent, ce trait de caractère est attribué à la disparition de Pierce Courage qui a laissé un grand vide dans la vie de Frank. La fin de saison 70 est donc anecdotique pour l'écurie Williams, dont le partenariat avec De Tomaso prend fin au terme de cette saison morose. Changement d'horizon donc en 71, et Frank se rabat sur des châssis March qu'il confie entre les mains d'Henri Pescarolo, recalés par Matra. De plus, les finances sont gonflées grâce au sponsor Polytoys. Et tant mieux car l'argent est loin de couler à flot. Bon, bien que cette saison soit difficile, le pilote au casque vert récolte 4 points pour son patron. 6ème en Autriche et surtout 4ème en Grande-Bretagne. À la maison, c'est symbolique. 72 est dans la même lignée. Les châssis March ne sont pas capables de marquer des points à la régulière, mais les Williams March Polytoys entrent par 2 fois dans le top 6. Cette fois-ci, c'est Carlos Pache qui régale. Notons que cette saison est un tournant pour l'écurie de Frank qui devient constructeur. Du moins à l'essai. Effectivement, avec l'argent de Polytoys, Frank a chargé ses ingénieurs Ron Toranak puis Len Bailey de construire un châssis. Un châssis qui porte le nom de Polytoys, mais ne vous y trompez pas, c'est bien la première Williams en Formule 1. Et devinez où elle est inscrite la première fois? À Silverstone, bien sûr. Henri Pescarolo parvient à qualifier la FX3 en 26e position. Malheureusement, le Français est victime d'un ennui de suspension qui le conduit à l'accident. Bilan, la FX3 doit déjà être réparée. Spoiler, elle ne reviendra pas et l'engagement de Polytoys en Formule 1 s'arrête là. Mais Frank compte bien réengager ses voitures dès qu'il pourra. En 1973, Frank s'associe à Iso Marlboro et l'écurie anglaise va donc engager ses propres voitures sur toute la saison. Un bon nombre de pilotes vont se succéder au volant de ces machines pendant 2 saisons. Henri Pescarolo, Nanni Galli, Tim Schenken, Jackie X, mais seuls Gijs van Lennep et Oudon Ganley scoreront des points pour Frank en 73. 2 petits points. Les premiers pour ce constructeur britannique. Here you see yourself going through what is really a cutting in a heavily valleyed area with trees. Now can you think of going down here at 175 where the car bottoms out, it grunches the suspension, the chassis really gets gouged. Bon, en 74,
C'est un peu mieux avec un coup d'éclat d'Arturo Merzario qui prend la 4ème place du Grand Prix d'Italie. Mais clairement, ça sert à rien d'embellir les choses, hein, c'est pas suffisant. Williams existe péniblement en Formule 1 et ces FW ne vont pas assez vite. Et ils n'ont pas assez de ressources pour faire mieux. Ces 2 saisons n'ont pas convaincu les sponsors et si Marlboro réduit son soutien, Iso Rivolta s'en va. Désormais seul, Williams ne compte toujours pas laisser tomber et il poursuit. Dès lors, ces châssis portent les noms de Williams et c'est donc officiellement le premier engagement en Formule 1 de ce nom qui en 1975 était bien loin des Ferrari, McLaren, Lotus ou Tyrrell. L'avenir s'annonce délicat pour Frank Williams Racing Cars et l'un de leurs pilotes, Jacques Laffite, ne manque pas de critiquer la rusticité de ses voitures. Et ça, Frank n'aime pas qu'on dise du mal de ses autos. Williams est très têtu et va mater Jacko. 2 caractères bien différents mais qui pourtant, durant l'été 75, écrivent l'histoire ensemble. Sur la redoutable Nordschleife, Laffite s'élance d'une anonyme 15ème place, mais au fil des tours, le français remonte. 13ème, 10ème, 7ème, 6ème, Jacques entre dans la zone des points, mais ne s'arrête pas là. Il double Lauda alors que Regazzoni doit renoncer sur problème moteur, puis c'est Hunt qui abandonne après un souci de roue au stand. Laffite est 3ème et chasse Tom Price dans les derniers tours. Le Gallois a un problème de fuite d'huile et doit donc lever le pied. Laffite offre ainsi à Williams, le constructeur Williams, son tout premier podium en Formule 1. Pas mal avec une vieille auto. Ce résultat historique offre un sursis à l'écurie de Frank qui peut ainsi payer quelques dettes. En plus, et depuis plusieurs saisons maintenant, Frank loue sa 2ème voiture au plus offrant, c'est pourquoi il est difficile de se souvenir de tous les pilotes Williams. Malgré tout ça, ce n'est pas viable, mais heureusement pour Frank, un mania du pétrole canadien du nom de Walter Wolf rachète 60% de son équipe qui peut donc s'aligner en 76. Et il faut dire que ce n'est pas trop mal en début de saison avec Jackie Hicks et Renzo Zorzi qui entrent dans le top 10. Mais ne vous y habituez pas, ça va pas durer. Durant l'année, Wolf fait le ménage et renomme l'écurie Williams en son nom. Donc c'est l'inverse des débuts de Frank. Cette fois-ci, c'est Williams le constructeur et non l'équipe. En piste, c'est difficile. Les pilotes se succèdent et les mauvais résultats s'accumulent. Hicks, Zorzi, Leclerc, Merzario, Brown, Binder, Zapico, Belso, Kessel, Heyman, Kuwashima, 11 pilotes prennent le volant de la Williams en 76, mais aucun ne score des points. Agacé par ce gâchis, Walter Wolf rachète l'intégralité des parts de l'équipe. Désormais libre de faire les changements qu'il souhaite, il remercie Frank Williams durant l'hiver et renomme l'écurie Wolf pour 77. Et sous ces nouvelles couleurs, la descendance de l'écurie Williams va épater tout le monde. Débauchant Scheckter à Tyrrell, le Sud-Africain s'impose de la première manche à Buenos Aires et terminera même vice-champion du monde. Frank Williams Racing Cars aura donc duré 11 ans. 11 saisons difficiles avec peu de moyens qui ont obligé Frank à faire beaucoup de concessions. À louer ses voitures au plus offrant ou à accepter les conditions des sponsors qui se sont finalement débarrassés de lui. Une expérience douloureuse pour Frank qui a déjà fait beaucoup de sacrifices pour sa passion. Et au moment où il est radié de sa propre écurie, où il est désormais interdit d'aller dans ce qui était son propre garage, Wolf commence à gagner. Donc c'est une grande injustice pour Frank qui plonge l'anglais dans une dépression. Parce que oui, Wolf, les succès de Wolf en 77, c'est Williams quoi, normalement. Mais cet homme est têtu et compte bien apprendre de ses erreurs. En 1975, Frank Williams a recruté un jeune ingénieur du nom de Patrick Head. Et il faut dire que ce monsieur porte bien son nom car à l'instar de son patron, il a la tête dure. Ouais, beaucoup de pilotes vont se prendre le chaud avec Patrick, comme avec Frank. Mais au-delà d'être exigeant et dur envers ceux qui pilotent les Williams en piste, ces deux acolytes partagent d'autres points communs. Ils sont malins, intelligents, passionnés et déterminés à gagner. C'est pourquoi, en 1977, Frank Williams et Patrick Head s'associent et créent Williams Grand Prix Engineering, dont la base sera installée à Didcot. Et le mot important là-dedans n'est pas Williams, mais Engineering, car Frank et Patrick ont bien compris que c'était les ingénieurs qui allaient faire gagner les écuries. De plus, après une première expérience plutôt frustrante, Frank a appris de ses erreurs et ne compte plus faire la moindre concession. Alors oui, je vous dépeins un portrait plutôt dur de Frank Williams, mais il faut dire que cet homme savait ce qu'il voulait, et il avait appris à ses dépens qu'il ne fallait pas trop être naïf dans ce milieu. Mais au-delà de ça, Frank n'a pas grandi depuis qu'il est monté dans cette Jaguar adolescent. C'est toujours un enfant ne vivant que pour la course automobile. Alors oui, sa famille, et notamment Virginia, sa femme, l'a subi au fil des années que son mari ne vivait que pour la course. Mais il y a un côté attachant à ça, et il faut dire que cet acharnement va finir par payer.
En 77, le temps que les nouveaux châssis de Patrick Head, assistés par Frank Dernier et Neil Otley, soient conçus, Williams revient en Grand Prix avec des marches avec le Belge Patrick Neve à partir du Grand Prix d'Espagne. Bon, en Italie, Neve termine 7ème à la porte des points, mais sinon, aucun résultat important. Et pour éviter de reproduire les erreurs du passé, il faut de l'argent. Et pour le moment, c'est pas ouf. Mais Frank cherche et va se rapprocher d'un franco-saoudien du nom de Mansour Roger. Et jackpot! Williams décroche les soutiens de techniques d'avant-garde, TAG et de Saudia Airlines. Comme beaucoup à l'époque, Williams était une équipe indépendante qui n'existait que pour la course. Sauf qu'avec ce système, il n'a pas d'autre source de revenus que les cachets des courses et les billets des sponsors. Contrairement à Ferrari, ou même plus important encore, Renault qui s'appuie, eux, sur la commercialisation des modèles de série. Mais Frank tient à son indépendance et se garde le droit de refouler un sponsor si celui-ci en demande trop. Il ne veut pas revivre l'aventure de Wolf. Heureusement, Mansour Roger laisse du mou à Williams. En 78, Frank Williams n'engage qu'une seule voiture et elle est confiée entre les mains d'Alan Jones. Cet Australien a décroché avec une modeste Shadow sa première victoire lors du Grand Prix d'Autriche l'an passé. Encore un petit peu brut, Frank et Patrick vont le polir peu à peu et Jones fait office de pilote solide avec la nouvelle FW06 à moteur Ford Cosworth. Cette voiture est bonne et navigue dans le milieu de grille, plus haut que n'importe quel autre Williams n'a pu faire. À Kyalami, Alan prend la 4ème place, un très bon résultat. Cela dit, la F1 commence à se transformer. En 77, Renault introduit le turbo, mais pour l'heure, la théière jaune n'est pas une menace. En revanche, chez les Noirs et Or de Colin Chapman, on démontre que l'aérodynamisme n'est surtout pas à sous-estimer. La Lotus 79 à effet de sol domine le championnat avec Mario Andretti et Ronnie Peterson. Ça donne des idées aux autres garagistes et notamment à Frank Williams, et ça, Patrick Head et Frank Dernier l'ont noté. La saison se poursuit et Jones s'affirme. Il prend le meilleur tour à Long Beach et termine 5ème en France. Mais surtout, Alan s'entend à merveille avec ses patrons. Comme quoi, le caractère antipathique de l'Australien se marie bien avec la froideur et la dureté de Frank et Patrick. Une exception. Bon, il faut dire que cette saison 78 est encourageante avec beaucoup de signaux au vert. Techniquement, ça fonctionne. Les ingénieurs et le pilote bossent bien ensemble et la FW06 va de plus en plus vite. Du coup, Mansour Roger est content et un cercle vertueux se met progressivement en place. Williams devient clairement un outsider et en fin de saison, à Watkins Glen, Alan Jones termine à la 2ème position après avoir pris la 3ème place en qualif. Un super week-end qui récompense une saison prometteuse. N'ayez aucun doute, Williams est sur les radars. Tous les sacrifices réalisés par Frank commencent à payer, mais il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer de travailler. Pour la saison 79, Alan Jones est rejoint par Clay Regazzoni, pilote d'expérience, ancien de chez Ferrari et vainqueur de 4 Grands Prix. Par contre, la FW07 attendra. Patrick Head n'a pas encore fini de travailler dessus. Cela dit, même si tout semble aller pour le mieux, il faut dire que le début de saison est délicat. En effet, beaucoup d'équipes sont passées à la mode des tunnels Venturi et cette philosophie est un atout considérable. La FW06, performante l'an passé, est déjà obsolète. Tout va vite en Formule 1 et si les FW07 sont prometteuses, pour le moment, il faut faire le dos rond. Loin en qualification, les pilotes font de leur mieux et à Long Beach, la voie s'ouvre pour Jones qui prend la 3ème place. C'est d'ailleurs durant ce week-end californien que la FW07 est présentée et celle-ci ne passe pas inaperçue. Fine, épurée, dont le profil trahit un gros travail de soufflerie. Elle incarne la transformation de Williams. Pas de doute, cette équipe n'a rien à voir avec son premier projet. Cette FW07 débute donc en Espagne et il faut dire que c'est un petit peu décevant. Hors du top 10 en qualif et double abandon le dimanche. Zut. Bon, à Zolder, c'est mieux avec le 4ème temps de Jones en qualif, mais c'est un nouveau double abandon. En revanche, à Monaco, Regazzoni conduit cette Williams à la 2ème position après être parti 16ème. Frank et Patrick espèrent maintenant décrocher leur première victoire qui semble vraiment pas loin. Cela dit, il manque encore ce petit quelque chose, un détail technique que va apporter un jeune ingénieur britannique du nom de Ross Brown. Un détail qui va propulser l'écurie de Frank en haut de la grille. La F1 débarque à Silverstone à la mi-juillet 79 pour la 9ème épreuve de la saison, et Williams, eux, débarquent avec une FW07 modifiée. L'aéro a été retravaillé, et cette voiture fait un bond en avant. Pour ce Grand Prix, c'est bien sur Williams que repose le plus grand espoir de victoire britannique. Puis s'ajoute une chose importante, les pneus Goodyear. Au sommet de la grille, il y a 2 manufacturiers qui se tirent la bourre, Goodyear et Michelin. Les pneus, c'est la clé. Il se trouve que le pneumatique américain a renforcé son travail avec Williams. Les gommes sont donc travaillées pour l'écurie de Frank et Patrick, et c'est un avantage considérable. Ainsi, à Silverstone,
La Williams Ford Cosworth s'impose comme la meilleure voiture et Alan Jones prend sa toute première pole position. Claire Regazzoni est 4ème et subit encore la domination de son équipier australien. 320 km pour s'imposer le dimanche, mais Jones manque son envol. Il parvient tout de même à boucler le premier tour en tête et il s'échappe. Regazzoni est 3ème, puis 2ème après les ennuis de Jabouille. Les deux Williams sont au-dessus du lot et sur le muret, Frank est impassible. Comme toujours, remarque. En piste, Jones est en parfait contrôle, mais soudain, au 39e tour, sa pompe à eau casse et l'Australien doit abandonner une victoire qui lui était promise. Regazzoni récupère ainsi la tête et l'expérimenté Suisse s'en va quérir sa 5e et dernière victoire en carrière, mais surtout, la première de Williams en Formule 1. Beaucoup d'émotions sur le podium qui traduit tous les sacrifices faits par cet Anglais depuis maintenant 15 ans. Ça a payé. Clay, what is so good about this Williams car? Everything. Frank Williams, this must be the happiest day of your motor racing life. No doubt about that, you're right, yes. Frank, what were your feelings during those last few laps? Well, sheer terror that the car wouldn't finish. We'd lost out and I was terrified of losing Clay, but the car was very sweet. Frank, we've watched you struggling, if I may say so, in motor racing since 1969. Frank Williams, a man who's kept trying for Britain. Many congratulations. Thank you, Frank. D'ailleurs, Regazzoni n'a pas eu le droit de sabrer le champagne, en respect pour les sponsors saoudiens. Alors oui, il y a de l'émotion, mais il y a aussi de la confiance. Frank Williams, Patrick Head, Frank Dernier, Neil Otley, Ross Brown, Mansour Roger, Alan Jones et Claire Regazzoni le savent. Ils ont ce qu'il faut pour aller en chercher d'autres. Dès lors, la physionomie de la saison 119 change. Dorénavant, les voitures à battre sont celles de Frank. Alan Jones obtient sa revanche dès la course suivante à Hockenheim et s'impose devant son équipier qui offre à Williams son premier doublé. La course suivante à l'Österreichring est dans la continuité. L'appui généré par cette voiture en courbe est phénoménal et Jones s'impose de nouveau sur les terres de sa première victoire. Et ça continue à Zandvoort. 10 ans en fond de grille pour devenir l'écurie à battre. À Monza, la série s'arrête et les deux Ferrari mènent le doublé pour s'offrir le titre constructeur et le titre pilote avec Jody Scheckter. Un contretemps dans cette fin de saison folle pour Williams, car Jones retrouve les sommets au Canada pendant que Regazzoni, de nouveau 3ème, prend son ultime podium en Formule 1. Avec cette victoire, Williams dépasse Ligier au championnat et prend donc la 2ème position. Williams est vice-champion du monde. Côté pilote, Jones est 3ème. Alors évidemment, quand on a un outil pareil, quand on a de bons pilotes, de bons ingénieurs et de l'argent, on ne peut pas ne pas penser au titre mondial, voire carrément aux titres mondiaux. Clairement, c'est dans la tête de Williams. De plus, il y a quelques changements en 80 avec une réduction de la consommation qui affecte donc les motoristes les plus puissants tels que Ferrari et Renault. De toute façon, Williams fait office de favori pour 80. Au contact de Frank et Patrick, Alan semble s'être transformé. Épanoui dans cet univers où peu s'y accommoderont, l'Australien a démontré qu'il pouvait prétendre à la couronne. De plus, il est rejoint par Carlos Reutemann. L'Argentin est extrêmement talentueux, mais Frank met les choses au clair. Pour le moment, le numéro 1, c'est Jones. Carlos l'accepte. Bon, la saison commence avec un hat-trick pour Jones et ça donne le ton. Cela dit, la suite immédiate est un petit peu plus compliquée que prévu et les abandons ralentissent Williams. Jones est tout de même 3ème du Grand Prix du Brésil, mais ce sont des points qui s'envolent. Puis surtout, Brabham retrouve du poil de la bête avec un Nelson Piquet s'affirmant de plus en plus. En Belgique, ça va mieux et les deux pilotes accompagnent Pironi sur le podium et à Monaco, Reutemann s'impose pour la première fois avec Frank. Le Grand Prix suivant se déroule en Espagne et il est remporté par Alan Jones. Sauf que ce Grand Prix est l'un des théâtres d'affrontement du conflit FISA-FOCA. Les légalistes, les sympathisants de la FISA, à savoir les constructeurs, ont boycotté l'événement et donc, sans autorité, ce Grand Prix a été déclaré illégal et classé hors championnat. J'en ai consacré une vidéo, si jamais, mais bilan comptable, pas de points pour Williams ni pour Jones. Dommage. La fin des années 70, début des années 80, c'est donc une période tendue dans ce conflit incarné par Ballestre et Eccleston. Dans le camp des garagistes, de ces indépendants luttant contre les grandes firmes, Frank Williams sera un soutien de poids pour Bernie, l'une des voix les plus importantes pour celui qui sortira vainqueur de cette guéguerre. Cela dit, Frank n'hésitera pas à faire sécession à plusieurs reprises lorsqu'il jugera qu'Eccleston dépassera la limite. Malin, Frank Williams a su mener sa barque dans cette période d'incertitude et sera l'un des acteurs secondaires les plus importants de la refonte de la Formule 1. Mais en piste, en revanche, pas de cadeau pour Bernard. Piquet se défend, mais les voitures de Patrick Head sont un poil plus rapides et jouissent d'un partenariat privilégié avec Goodyear. Ainsi, Jones a un petit avantage et creuse l'écart en s'imposant à Paul Ricard et à Bronsach avant d'accompagner une nouvelle fois, avec son équipier, un pilote Ligier sur le podium à Hockenheim. Victoire de Laffite devant Reutemann et Jones.
Même chose en Autriche, Jones chasse Jean-Pierre Jabouille durant tout le Grand Prix, mais doit s'incliner derrière le Français. Reutemann est 3e. La fin de saison approche et les titres sont à portée de main. Chez les constructeurs, Williams domine outrageusement. Et Brabham se la joue un petit peu Red Bull avec qu'un seul pilote compétent. Ça changera en 82 avec l'arrivée de Patrese, mais pour le moment, les coéquipiers de Piquet en 80 et 81, c'est pas vraiment ça. Mais côté pilote, le Carioca est tenace. Jones l'est tout autant et en plus, il a l'aide de son équipier. Come out and go in the other car, Alan. Yeah? Yeah, want you to try it. You've got plenty of time. It's now 7, that was Carlos at 17.7, but now our new one, Qualis, has done 17.5, Jabouille 17.9. And Carlos 17.7, me 17.8? Yes, yeah. We must do some running on full tanks, otherwise we haven't got any indication overnight of what the problem might be. If we get a major problem on full tanks tomorrow, like sort of solid steering or something, and we after the morning warm-up, then we just have to take a punt on putting it right. Alan, you really ought to do more you've laps. got to do more laps. You did 18.1 then, which Just was one quickest. lap, 18.1 and then the end. I mean, you've got the car oversteer. Right now, everyone's getting quicker and quicker. We've got to do the same. I put 2.5 more gallons in. You've got another 7 or 8 laps to go. That's all right, 2.5. Piquet contre-attaque à Zandvoort, mais en Italie, à Imola, bien que le Carioca s'impose, Alan Jones prend la 2e position juste devant son équipier qui reste sagement derrière. Avec ce nouveau double podium, Williams décroche le titre de champion du monde des constructeurs et font péter les jus de fruits sur le podium. À peine 3 ans après le lancement de ce nouveau projet. Sans concession, avec toujours la même passion et le même dévouement. Williams est l'équipe à battre. Et surtout, Frank a eu la clairvoyance de s'entourer de quelques-uns des plus grands ingénieurs de la F1. Ed, Dernier, Otley ou Brown. Que des petits noms. Au Grand Prix suivant, à Montréal, Jones ne laisse aucune chance à Piquet et mène un nouveau doublé pour décrocher à son tour le titre mondial. Alan peut remercier Frank qui l'a donc transformé. Et à y être, autant finir en beauté avec une nouvelle victoire de l'Australien devant Reutemann à Watkins Glen. Tout va pour le mieux, ça ne fait aucun doute. Mais 1981 va être un petit peu différent. « 1981, c'est l'année où les garagistes contournent les règlements. Balestre a interdit les jupes coulissantes et fait d'autres changements importants. Une garde au sol plus relevée, une taille des pneumatiques revue et un poids minimal augmenté, dans le but de réduire la vitesse des voitures. C'est dans ce contexte que Lotus introduit son modèle 88 à 2 châssis, que Brabham adopte un correcteur hydro-pneumatique de garde au sol, comme ça, quand ça roule, ça s'abaisse, et que Williams met au point des ressorts à flexibilité variable. Toujours dans le but d'être collé au sol quand ça roule et d'être dans les clous à l'arrêt. Every piece of metal with molecules in it has flexibility. An aircraft wing has flexibility. So the question then, first race out this year was how flexible is flexible? En coulisses, Williams prépare une Formule 1 à 6 roues, mais contrairement à la Tyrrell P34, les doublons seraient à l'arrière. Une époque formidable. Bref, la saison débute par un Grand Prix pirate en Afrique du Sud en plein conflit FISA-FOCA, et c'est Carlos Reutemann qui s'impose. D'ailleurs, parlons-en de Reutemann. Oui, parce qu'il va se passer des choses. L'Argentin a accepté les consignes d'être pilote numéro 2 pour 80, mais à force, ça commence à l'énerver. Condamné à ce rôle, Reutemann l'accepte une dernière fois à Long Beach, première course de la saison. Jones s'impose devant un Argentin bridé. En revanche, au Brésil, Carlos se révolte. Il prend les commandes de l'épreuve et se voit passer une nouvelle fois la consigne de laisser passer Jones juste derrière lui. Frank Williams et Jeff Hazel, le directeur sportif, lui tendent le panneau. Mais El Lolé en a marre et joue sa carte jusqu'au bout pour s'imposer. Et immédiatement, quelque chose se casse. Alan Jones et Frank Williams sont furieux que l'autre pilote leur ait désobéi. L'Australien ne seront même pas sur le podium. L'ambiance est glaciale chez Williams. On fait tout pour que l'Argentin culpabilise, mais Carlos se défend. Cet acte va scinder l'équipe de manière inégale. Carlos est désormais seul. Son employeur ne lui adresse plus la parole de toute la saison, quitte à perdre le championnat. Parce que si Williams s'est montré véloce en début d'année, Piquet et Brabham sont une sérieuse menace. À Zolder, dans un week-end noir, Reutemann décroche son ultime victoire en Formule 1. Durant toute la saison, les deux protagonistes au titre se partagent des points. En interne, Reutemann est supérieur à Jones, mais la situation n'a pas changé. L'Argentin n'est pas moins seul au fil des courses. Celui qui reçoit les évolutions, c'est Jones. Celui qui reçoit les faveurs, c'est Jones. Celui qui reçoit le plus d'attention, c'est Jones. Oui, Frank et Patrick sont rigides et ne dérogent pas à leurs règles établies. Pas de compromis, ce qui est important, c'est l'équipe. En fin de saison, Piquet remonte fort. En Italie, antépénultième manche,
Jones termine juste devant Reutemann sans que l'équipe ne fasse quoi que ce soit. Alors cette fois-ci, c'est Carlos qui ne monte pas sur la boîte. C'est d'ailleurs au terme de ce Grand Prix que Jones annonce sa retraite. Celui qui a offert le premier titre à Williams s'en va et remporte même son dernier Grand Prix avec Frank. Dans cette course à Las Vegas où Reutemann arrivait avec un point d'avance sur Piquet, l'Argentin s'est effondré. Totalement lâché par son équipe, Carlos s'incline et Piquet prend le titre pilote. En revanche, chez les constructeurs, Williams s'impose largement. Ce qui est sûr, c'est que Reutemann aurait sans doute gagné le titre s'il avait eu le plein soutien de son écurie. Là, pour le coup, il a été laissé seul pendant la quasi-totalité de la saison. Et malgré l'enjeu d'un titre mondial, Frank Williams n'a pas changé d'avis. Écœuré, El Lolé annonce à son tour son départ à la retraite. Williams doit donc trouver 2 pilotes pour la saison 82. Mais bon, il se trouve que durant l'intersaison, Frank se dit que Carlos Reutemann, c'est pas une si mauvaise carte que ça, et le convainc de rester pour 82. L'Argentin change d'avis et sera donc là pour la nouvelle saison avec, cette fois-ci, le plein soutien de son écurie. Peut-être que c'est arrivé trop tard. À ses côtés, Frank et Patrick se rabattent sans trop de conviction sur le Finlandais Keke Rosberg, luttant pour se qualifier les saisons précédentes avec des voitures de fond de grille. Peu d'espoir placé en lui, mais 10 mois plus tard, c'est bien Keke qui décroche un titre mondial de manière inattendue. Et ouais, Carlos n'aura fait que 2 courses avant de définitivement abandonner la Formule 1. Si Andretti a fait une pige à Long Beach, c'est l'Irlandais Derek Daly qui sera choisi pour remplacer l'Argentin, propulsant donc Rosberg au rang de numéro 1. Dans cette saison, Williams a clairement perdu du terrain et n'est pas la voiture à battre. De plus, les turbos ont maintenant l'avantage et deviennent indispensables pour triompher. Ferrari et Renault sont largement devant, sans oublier Brabham. McLaren parvient à prendre 4 victoires avec un moteur atmosphérique, mais cette saison est folle, imprévisible et récompense plus que jamais la régularité. À ce jeu, Rosberg se place et engrange des points Grand Prix après Grand Prix. Quand Pironi, favori à la mi-saison, se blesse à Hockenheim, Keke sort du bois et s'impose pour la première fois de sa carrière à Dijon. Prenant au passage les commandes du championnat et offrant un 2e titre pilote à Frank Williams au soir du Grand Prix de Las Vegas. Une saison folle où Frank s'en sort vainqueur grâce à de la régularité et de la fiabilité. Mais le duo aux commandes de l'écurie de Didcot le sait. Si jusqu'alors c'était les ingénieurs qui décidaient du sort de la Formule 1, dorénavant ce sont les moteurs qui décident des vainqueurs. Il faut donc un turbo, ou un tubro comme dirait l'autre. Après une très belle période au sommet avec des moteurs Ford et des prouesses d'ingénieurs, Williams perd du terrain. Si Frank a échoué dans ses négociations avec BMW, il espère pouvoir attirer Honda prochainement. En attendant, ce sont avec des atmosphériques que l'écurie de Didcot va devoir courir. Aux côtés de Rosberg, Daly a été remplacé par le revenant Jacques Laffite. Un remariage surprenant en vue de l'opposition des deux caractères. Oui, mais il faut tout de même rappeler que c'est Jacques Laffite qui a offert son tout premier podium à l'écurie de Frank. Donc pourquoi pas? La réalité, c'est que Rosberg domine le français. Alors oui, Keke a plus de faveur, mais tout de même, il est un cran au-dessus. Le numéro 1 monte sur 2 podiums et parvient même à s'imposer à Monaco, la seule victoire de Williams de la saison. Mais surtout, durant l'année, un partenariat est signé avec Honda, ce qui permet de conserver Rosberg qui avait lancé un ultimatum. Couillu le Keke. Ce partenariat met en lumière le côté négociateur de Frank, qui obtient donc une fourniture gratuite des moteurs Honda pour 2 saisons, avec en plus un soutien privilégié. Dur et doué en affaires, l'anglais. Ainsi, la saison 84 s'annonce sous de meilleurs auspices, même s'il reste encore pas mal de choses à régler. Le département châssis est un petit peu en retard et les Williams sont un petit peu feignantes. Puis côté moteur, les Honda sont très brutaux et secouent pas mal les pilotes. D'ailleurs, notez que le sponsor Tag n'est plus avec l'écurie de Frank. En effet, Mansour-Roger a migré chez McLaren qui est désormais l'équipe à battre avec ses moteurs Tag Porsche. La saison est donc difficile pour Williams. Les pilotes peinent à inscrire des points, mais Rosberg parvient tout de même à s'imposer brillamment dans les rues de Dallas. Grâce à lui, Williams n'est pas Fanny. En revanche, du côté de chez Laffite, son 2e passage chez Williams prend fin au terme de la saison. Jamais Jacques ne s'est adapté à l'écurie de Frank et à sa tête de mule de Patrick. Alors, Williams fait un choix surprenant pour le remplacer en prenant Nigel Mansell. Pas de doute, l'anglais est un pilote très rapide. Le problème, c'est qu'il est très brouillon. Mais on l'a vu avec Jones et même avec Rosberg, l'environnement Williams, bien que très rude, peut faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez les pilotes. D'ailleurs, Rosberg n'est pas content de la venue de Mansell à ses côtés, mais ça, Frank et Patrick n'en ont rien à foutre. La saison 85 marque un retour progressif de Williams aux affaires. Durant la saison 84, les moteurs Honda ont beaucoup cassé, et Frank a demandé aux Japonais de mettre le paquet sur la fiabilité. Et ça va payer.
Maintenant, il faut un châssis digne de ce nom, et pour cela, on a toujours le même quatuor qui gère. Head en chef d'orchestre, Neil Otley au design, Frank Darnier et Ross Brown à l'aéro. Et effectivement, la FW10 sera plus compétitive, mais il faudra attendre la deuxième partie de saison pour que Williams retrouve durablement le haut de la grille. En attendant, Rosberg et Mansell scorent des points. À Détroit, Keke s'impose une 4e fois en carrière. En France, à Silverstone, Mansell prend la pole position, mais la victoire doit attendre. D'ailleurs, durant la saison, Williams perd Ross Brown et Neil Otley qui se laissent tenter par le projet Carl Haas. En effet, après toutes ces années, bien qu'il ait gravi un petit peu les échelons, les postes les plus intéressants sont verrouillés. Et ce ne sera pas la seule fois que l'organigramme rigide de Williams fera fuir les bons ingénieurs. On y reviendra. En revanche, côté pilote, Frank parvient à attirer Nelson Piquet dans ses filets. Le Carioca est en quête de renouveau. Ainsi, Rosberg vit ses derniers Grands Prix pour Williams. En fin de saison, à Brands Hatch pour le Grand Prix d'Europe, la FW10 reçoit des évolutions cruciales et avec ces dernières, à l'image de 79, l'écurie de Didcot fait un bond en avant. Si Alain Prost décroche enfin le titre mondial, Nigel décroche enfin, pour sa 72e tentative, sa première victoire en Grand Prix. Un moment très important qu'il confirme au Grand Prix suivant à Kyalami. Et Rosberg, à l'image de Jones, quitte Williams par une victoire lors de l'ultime manche de la saison en Australie à Adélaïde. Encore un circuit en ville. C'est fou, Keke c'est 5 victoires, dont 4 sur des circuits en ville. Dijon, bon, du coup c'est pas un circuit en ville, mais après Monaco, Dallas, Détroit et Australie, Adélaïde. Bon, cette fin de saison en 85 a confirmé que Williams était de retour au sommet, et ils font office de favoris pour 86. Over the line goes Piquet, now he's going for it. 175 miles an hour as he builds up to speed, he passes the car there. Mansell, Piquet et Honda, les 3 éléments qui vont faire de Williams l'équipe à battre en 86 et 87. Et ça commence par une polémique en interne. En effet, en début de saison 86, celui qui se voit attribuer aide en tant qu'ingénieur, c'est Mansell et pas Piquet. Le double champion du monde aura Frank Darnier, un bon ingénieur certes, mais pas le bras droit de Williams. Une injustice pour le Carioca. Mais surtout, la saison 86 débute par un drame. Le 8 mars 1986, l'écurie de Frank effectue des essais sur le tracé Paul Ricard. Une routine pour l'équipe et dans l'après-midi, après les essais, Frank regagne l'aéroport de Nice en compagnie de son directeur sportif, Peter Windsor. Malgré son âge, Frank n'a pas perdu son âme de pilote et sur les routes du Var, avec sa Ford de location, il attaque. I was rushing and rushing and rushing. Suddenly we were in clear road. The road was downhill and there was a fast left-hand kink about 300 yards ahead of us. And I remember seeing through the windscreen a stone wall on the inside. It looked like we were just going to hit the end of this wall. My reaction was just to bury myself in the footwell area. As we hit that wall, the car went up in the air. There was just silence, just a terrible silence. Si Peter Windsor ne souffre que de quelques blessures superficielles, Frank ne sent plus ses membres. Il est évacué vers un hôpital à Marseille et subit une lourde opération. Frank se retrouve dans un état critique. Sa vie est en danger et un choix difficile doit être pris. Pour Ginny, sa femme, il est clair. Les médecins doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le sauver. And I asked Peter does he think we should let Frank die? But he said, Ginny, no, Frank wants to live. Cliniquement mort 3 fois puis rapatrié à Londres, Frank échappe au pire, mais ce ne sera pas sans conséquences. Le verdict tombe. Frank ne marchera plus jamais. Un choc. Lui qui était un grand sportif, qui enchaînait les tours de piste en courant, se retrouve figé en un claquement de doigts. Un traumatisme que celui ne vivant que pour son écurie de Grand Prix qualifie de vacances forcées. Oui, pour Frank, le plus pénible là-dedans, c'est de ne pas pouvoir diriger son écurie. Depuis son adolescence, sa vie tourne autour de sa passion, aux dépens de sa famille. Mais pour l'heure, en 86, Frank doit observer son bébé, son œuvre, depuis son lit. Patrick Head tient alors la maison Williams qui s'impose dès le premier Grand Prix à Rio. Victoire de Piquet. I can say it was a very special day for me. I think it's a good present for Frank. I think he's there lying in bed and I think he'll be happy to watch the race and we hope God help Frank also. Rapidement, les FW11 confirment leur statut de meilleure voiture et au fil des courses, 4 pilotes se détachent. Piquet, Mansell, Prost et Senna. Le pilote Lotus perdra peu à peu du terrain avec un matériel en deçà des Williams. Mais Prost, lui, malgré une McLaren moins véloce, parvient à chipper des points aux 2 pilotes de Frank et n'en démord pas. Une véritable épine dans le pied du duo Piquet-Mansell.
Puis Nelson n'a jamais manqué une occasion pour tacler ou se moquer publiquement de son équipier moustachu. Peut-être trop sûr de lui, Piquet devra pourtant se méfier de Mansell qui s'affirme au cœur de la saison. Nigel se refait une réputation, élève son niveau de jeu et change de statut. Il parvient à devancer plusieurs fois le Brésilien, Victor Aspa, à Montréal, au Castellet et à Brandzach. Ici, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Frank Williams fait son retour dans les paddocks. Une pige avant un retour définitif, mais le patron peut assister à un beau doublé. D'ailleurs, sur le podium, si Nigel est, comme à son habitude, exténué, c'est Virginia, la femme de Frank, qui vole la vedette. Dans l'ombre de son mari, une part du succès de l'écurie Williams est à mettre au crédit de Ginny. Discrète, son soutien était essentiel et sur le podium de ce Grand Prix, c'est elle qui soulève le trophée. Tout un symbole. Après cette course, Piquet réagit, les deux pilotes Williams se prennent mutuellement des points. Le renard Prost est toujours présent et les trois pilotes arrivent à Adélaïde en prétendant au titre. Mansell est le favori, mais durant ce Grand Prix, alors qu'il est en passe de prendre le titre mondial, son pneu arrière crève et avec lui, les chances de sacre de Williams. En effet, McLaren est sur une meilleure stratégie et avait anticipé cette dégradation prononcée. Alors, quand Piquet passe au stand, le Français prend les commandes et souffle ainsi le titre au pilote Williams au terme d'une saison folle. Mais bon, l'écurie de Frank prend un troisième titre constructeur. Mais il faut tout de même avouer que ce succès a des allures d'échec. En 1987, le patron est de retour aux affaires et cette nouvelle saison, la dernière avec les moteurs Honda, s'annonce encore meilleure que la précédente. McLaren est décroché et les FW11 de B ont donc le champ libre. Dans la continuité directe de 86, les deux pilotes se prennent des points et leur forte rivalité déborde dans les médias. Mansell, toujours nonchalant, et Piquet, toujours piquant et moqueur. Leur confrontation de Silverstone restera dans les annales. Dans les chiffres, Williams écrase la concurrence avec 9 victoires, 12 pole positions et 18 podiums. Le titre constructeur est acquis haut la main, de même que le titre pilote. Oui, mais à quel pilote? Si Mansell est supérieur à Piquet en vitesse de pointe, Nigel est toujours un petit peu brouillon et commet quelques petites Manselleries. De son côté, Piquet est plus méthodique et le dénouement a lieu à Suzuka lors des essais libres. Au pied du mur, Mansell perd le contrôle et subit un violent impact. Blessé, il déclare forfait et Piquet prend alors son troisième et dernier titre mondial, également le troisième titre pilote de Williams. Piquet déclara que ce succès c'est la victoire de l'intelligence face à la bêtise. Ouais, c'était tendu entre les deux. Toujours est-il qu'au crépuscule de la saison 87, les doutes sont présents chez Williams. Durant l'année, Piquet a tenté de négocier un statut de premier pilote avec Frank accompagné d'une belle augmentation de salaire. Ce à quoi Williams a fait une contre-proposition. Même statut et salaire divisé par 3. Ok, Nelson est parti. Oui, fort en négociation mais pas toujours. Le côté inflexible est quand même bien visible. Bon, tant mieux pour Mansell qui a quand même toujours été préféré à Piquet, mais le plus gros problème n'est pas là. Car en effet, en 88, Williams n'aura plus les moteurs Honda. Ron Dennis les a récupérés. La rivalité McLaren-Williams est intéressante aussi. Souvent, ils se sont volés des sponsors, moteurs ou ingénieurs. Deux équipes anglaises qui se ressemblent et qui sont arrivées au sommet de la Formule 1. Bref, 1988 va être bien difficile. « 1988 s'annonce comme une saison délicate qui fera office de transition. À la base, Honda devait motoriser Williams également en 88, mais les relations entre les deux parties se sont tendues. Désormais, ce sont avec des moteurs Judd atmosphériques que les voitures de Didcot vont évoluer. Mais Frank compte bien renouer un partenariat motoriste rapidement. De plus, Piquet est remplacé par Riccardo Patrese. Bon, il faut dire que cette saison 88 est à oublier. Pas mal de casses et peu de performances. Si les moteurs turbo vivent leur dernière saison, ce sont eux qui dominent la grille. Williams ne récolte que des miettes et ne prend que 2 podiums. 2 deuxièmes places acquises par Mansell à Silverstone et en Espagne. Notons malgré tout 2 remplacements durant l'année. Malade et officiellement pas remis durant l'été, Mansell cède sa place à Martin Brundle durant le Grand Prix de Belgique, ainsi qu'à Jean-Louis Schlesser au Grand Prix d'Italie. Puis pour parler des intérims de Williams que je n'ai pas encore évoqué, dans la chronologie Williams depuis 77-78, donc la version qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu Palmer en 83, il y a eu également Marc Gené, Antonio Pizzonia dans les années 2000, il y a eu qui d'autre que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, il y a eu aussi Paul Di Resta en 2017, on l'oublie, et Jack Aitken en 2020, on l'oublie encore plus. Et Nick De Vries en 2022, voilà pour les pigistes.
Bref, reprenons notre histoire, car il faut savoir que la domination Williams des années 90 se joue durant cette période de transition. Fin 86, Renault a quitté la Formule 1, mais le losange veut revenir et s'approche donc de Williams. En résulte un partenariat exclusif entre l'écurie de Franck et la firme française. Un partenariat qui nourrit beaucoup d'espoir et Renault affirme qu'ils mettront tout en œuvre pour revenir au sommet. Cela dit, cette association n'emballe pas Mansell qui s'en va chez Ferrari. Franck et Nigel se quittent fâchés, en très mauvais termes. Pour le remplacer, Williams recrute le sérieux et rapide Thierry Boutsen. Durant 2 saisons, 89 et 90, Williams fait office d'outsider. Désormais propulsé par un Renault, l'écurie de Didcot progresse lentement mais sûrement. En 89, Boutsen décroche 2 victoires sous la pluie, la première à Montréal et la deuxième à Adélaïde. Si l'on compare les deux pilotes, Boutsen est généralement plus rapide que Patrese, mais Thierry fait malheureusement partie de ces pilotes qui ont du mal avec Williams. Jamais le Bruxellois ne s'intègre pleinement et sa relation avec Patrick Head est délicate. Ce dernier préfère Riccardo Patrese et ses retours techniques. L'Italien renoue avec la victoire lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1990 et Boutsen enlève le Grand Prix de Hongrie qui voit d'ailleurs Renault et Elf faire un bond en avant intéressant. Parlons technique. Durant la saison 89, l'ingénieur historique de Williams, Frank Derny, a été débauché par Lotus, ce qui met un terme à plus de 10 ans de collaboration. Mais durant la saison 90, Williams se trouve un nouvel ingénieur, et pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'Adrian Newey. Ce dernier évoluait chez March, devenu Leyton House, et s'est distingué par la conception de voitures au profil très aérodynamique. Cela dit, les résultats ont tardé à arriver, et Leyton House l'a remercié juste avant le Grand Prix de France au Castellet, qui a vu Ivan Capelli mener une grande partie de la course pour finalement terminer 2e. Trop tard, Newey a été pris par Williams et travaille déjà sur la future FW14. De plus, Williams peut compter sur notre jeune ingénieur talentueux, un certain Padillo, qui va se pencher sur le développement de la suspension active. En outre, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, Nigel Mansell a annoncé sa retraite de la compétition. Un peu à contre-cœur, car il a ensuite entamé des négociations avec Franck. Certes, ils se sont quittés fâchés, mais les deux Anglais s'estiment et s'admirent mutuellement. Ainsi, Nigel revient sur sa décision et va reprendre sa place à Didcot au détriment de Boutsen. Nous avons donc tous les ingrédients pour voir Williams au sommet. Dans ces lignes, la nouvelle FW14 transpire la patte d'Adrian Newey et le travail en soufflerie. Sous le capot, le moteur Renault est désormais le meilleur de la grille. À son volant, le Red 5 est de retour et les performances sont prometteuses. Même s'il faut dire que le début de saison est un petit peu décevant. En effet, Ayrton Senna et McLaren dominent, mais à partir du Canada, Williams se réveille. Bon, Mansell gâche bêtement une victoire promise, mais c'est Nigel. Du coup, c'est Piquet qui gagne avec Benetton, alors autant vous dire que niveau moquerie, ça y va. Patrese s'impose par la suite au Mexique, avant que Moustache prenne la relève. Durant la deuxième partie de saison, Williams grignote l'écart avec McLaren et Senna. Les deux rivaux, pilotes comme constructeurs, ne se font aucun cadeau, mais l'écurie de Franck sera un petit peu courte. Senna se défend bien et au Japon, Mansell laisse filer le titre mondial une nouvelle fois. C'est frustrant pour Williams qui finit bredouille alors qu'ils avaient la meilleure voiture et le meilleur moteur. Mais McLaren était la meilleure équipe et avait le meilleur pilote. Et croyez bien que Williams a essayé de recruter Senna. Déjà en 90, ils étaient entrés en contact, mais pour des raisons commerciales, entre autres, Franck n'a pu s'offrir les services du Brésilien. Rebelote en 91 sans meilleur résultat. En revanche, durant l'intersaison 92, Williams est un acteur du feuilleton Alain Prost après son limogeage de Ferrari. Rumeurs Ligier, tout ça vous connaissez. Et dans tout ce remue-ménage, Renault, animé par l'idée d'un succès tricolore, parvient à convaincre Williams qu'Alain Prost est une bonne carte et le signe pour 93. Et les résultats de l'écurie de Didcot durant l'année 92 donnent de l'espoir aux Français qui observent, comme tout le monde, Williams et Mansell écraser la concurrence. La suspension active de Padillo, l'aérodynamisme d'Adrian Newey et le moteur Renault de Patrick Faure sont imbattables. Mansell écrase le championnat et s'en va quérir enfin son premier titre de champion du monde. Nigel est sur le toit du monde et en vertu de ses succès, se permet de demander une augmentation de salaire à son patron. Bilan, Damon Hill est associé à Alain Prost en 93. Oui, bon, vous n'êtes pas surpris et vous connaissez Williams et son management maintenant. Nick sûrement a beaucoup de talent et très vite.
les mêmes voix me disent que ne connaît pas beaucoup de la voiture, ne comprend pas beaucoup de la voiture. Oui. Yeah, that's what I mean. I mean, it depends which you're obliged to take a small risk anyway. So which one no do you want risk, to take? no gain. Et justement, ce management qui diffère clairement de celui qu'il a connu chez McLaren dérange le professeur. Sa saison 93 est très délicate en interne, et le français a du mal à s'habituer à cette voiture bourrée d'assistance électronique, surtout avec la suspension active. Et l'embrayage. Assistance vivement critiquée par Ayrton Senna qui s'est d'ailleurs vu refuser une place chez Williams par son plus grand rival. En effet, une des conditions de la signature de Prost était qu'il ne soit pas associé au Brésilien. Frank a accepté. Ainsi, bien que cette saison ne soit pas de tout repos, Prost prend 7 autres victoires en carrière et prend un 4e et dernier titre de champion du monde après avoir annoncé sa retraite. À ses côtés, Damon Hill, ancien essayeur de Williams qui s'est vu propulsé titulaire en 93, se révèle et décroche ses premières victoires. Durant cette saison qui a vu Williams décrocher son 6e titre constructeur et son 5e titre pilote, Frank a enfin réussi à recruter Senna. L'Anglais aura donc signé Mansell, Piquet, Prost et maintenant Ayrton Senna. Les 4 fantastiques, les 4 pilotes qui ont dominé cette période de l'histoire. En 83, à Donington, lors d'essais privés, Senna pilotait pour la première fois une Formule 1. C'était la Williams de Keke Rosberg. Le Brésilien avait tout simplement ébloui Frank et son équipe par sa vitesse. 10 ans après ses débuts, le Brésilien revêtit les couleurs de Didcot. Couleurs qui changent d'ailleurs. Après les sponsors saoudiens, Williams a connu l'époque Canon et ICI avant d'accueillir Camel. En 94, fini Camel et bonjour Rossmans. Mais les plus gros changements ne sont pas visuels mais techniques. En effet, après 2 années dominées par Williams et son électronique, la F1 change de règle en interdisant ses assistances. De plus, les ravitaillements en carburant sont de nouveau autorisés. Milan, la nouvelle FW16 est très instable. Elle est rapide, oui, mais son comportement est très capricieux. Les débuts avec Ayrton Senna ne sont pas aussi beaux qu'espérés, et un petit peu comme Prost juste avant lui, le Pauliste est un petit peu déstabilisé par le fonctionnement de sa nouvelle écurie. Lui aussi a grandi à l'école McLaren. Les débuts sont catastrophiques pour l'association Williams-Senna. À Interlagos, alors qu'il chasse Schumacher et sa Benetton, Senna part à la faute et abandonne. Au Grand Prix suivant à Aida, Ayrton est pris dans un carambolage au départ. Tous ces déboires pèsent sur le moral du Brésilien qui fait de son mieux pour comprendre et régler cette voiture au caractère difficile. Vient alors le Grand Prix de Saint-Marin. À Imola, la F1 offre un bien triste spectacle. Barrichello se blesse le vendredi et Ratzenberger se tue le samedi. Un week-end noir. Profondément touché, Senna part en pole position le dimanche et conserve la tête dans un départ marqué par un nouveau drame. À la relance, Senna est déterminé à tenir Schumacher derrière, mais un tour plus tard, sa Williams tire tout droit à Tamburello. Ayrton Senna n'en reviendra pas. Cet accident est terrible et marque profondément la Formule 1 et le sport. L'aura de Senna dépasse le cadre de la course automobile et sa disparition fait couler beaucoup d'encre et de larmes. On se met alors à chercher un responsable et l'écurie Williams est pointée du doigt. Frank, Patrick Head, Adrian Newey, l'équipe est poursuivie pour homicide involontaire. Durant ce week-end d'Imola, Senna avait demandé une modification sur la colonne de direction et la cause la plus probable de son accident est une rupture de cette dernière. Ces affaires, ces accusations poursuivront Frank et son équipe durant des années avant d'être relaxés. Jugé responsable, mais pas coupable. Cet accident fut une épreuve pour Frank qui restera impassible face aux accusations et simplement à la tristesse de cette disparition. Car derrière son air froid et son apparence figée, Frank vouait une profonde admiration pour le Brésilien. Ce pilote qu'il avait lancé en Formule 1, qu'il avait passé tant d'années à courtiser et qui lui a brutalement été enlevé. À l'image de son ami Pierce Courage, Frank a dû se cacher pour pleurer la mort de son pilote tandis que face au monde, il se montrera toujours imperturbable, inflexible et toujours autant dévoué à son équipe. En hommage aux Brésiliens, les monoplaces Williams porteront jusqu'en 2022 le S de Senna sur leur carrosserie. Après cette terrible perte, Williams aurait pu sombrer, mais un homme bien trop souvent sous-estimé va redonner le moral à Williams, Damon Hill.
Après Imola, le plateau de la Formule 1 se retrouve orphelin de champion. Si Schumacher remporte une 4e victoire d'affilée à Monaco, l'Allemand met un genou à terre en Espagne. Trahi par sa boîte de vitesse, il laisse le champ libre à Damon Hill qui offre la première victoire de la saison à Williams. Dans le même temps, Frank fait débuter le jeune écossais David Coulthard. Cela dit, son manque d'expérience et un contexte de lutte pour le titre mondial donnent quelques réticences à Frank et Patrick qui parviennent à rapatrier Mansell des États-Unis. D'abord pour le Grand Prix de France, puis pour la fin de saison. Dans l'absolu, Mansell aurait voulu revenir à temps plein en Formule 1, vu comment ça se passait mal en IndyCar, mais son écurie Newman Haas aux États-Unis n'a pas voulu le lâcher pour... voilà, ils l'ont dit tu restes jusqu'à la fin, et après si tu veux tu vas faire mumuse en Formule 1. Nigel est censé aider Damon pour le titre, mais si le fils de Graham n'a certes pas le charisme de son père, il est tout de même très doué. En face, Benetton et Briatore jouent clairement sur les règles et évitent plus de sanctions que le bon sens l'aurait voulu. Au final, il revient peu à peu dans le match. Il s'impose à Silverstone et profite de la disqualification et de la suspension de l'Allemand pour revenir au championnat. Il enchaîne 3 victoires tandis que la fin de saison se rapproche. À Jerez, pour son retour, Schumacher contre-attaque, mais au Japon, si certains doutaient encore de l'anglais, Damon fait une course digne d'un champion du monde. Sous la pluie, il triomphe brillamment et revient à 1 point de Schumacher. La finale aura donc lieu en Australie et c'est Mansell qui prend la pole avant de laisser s'expliquer les deux prétendants. Et on connaît l'histoire, les deux hommes s'accrochent et abandonnent. Il perd le titre pendant que Mansell écrit une belle histoire. Le moustachu s'offre une 32e et dernière victoire en carrière. Comme pour Jones et Rosberg, Nigel s'impose pour son dernier Grand Prix avec Frank. Celui avec qui il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Et c'est réciproque. Encore aujourd'hui, Nigel est le pilote le plus capé de Williams avec 95 Grands Prix. Et au terme de cette saison, l'écurie de Frank décroche le titre constructeur. Certes, rien n'effacera le Grand Prix de Saint-Marin, mais il faut dire qu'au soir d'Imola, peu de gens s'imaginaient voir Damon Hill jouer le titre et Williams triompher au constructeur. Le niveau affiché par Damon durant la saison 94 rassure, et Williams lui fait confiance pour mener l'écurie durant l'année 95. À ses côtés, Coulthard devient titulaire. L'Écossais commettra quelques erreurs de jeunesse, mais démontrera une belle pointe de vitesse qui lui permettra de triompher au Portugal. De son côté, Damon réalise une saison brouillonne et s'aborde ses maigres chances de sacre. Avec le rachat de Ligier en 94, Briatore a récupéré les moteurs Renault pour Benetton, toujours la référence chez les motoristes. Ainsi, Schumacher a dominé la saison et a de nouveau triomphé chez les pilotes. Et Benetton a pris le titre constructeur. Williams doit se rattraper en 96. Adrian Newey est toujours là et la voiture progresse. Côté pilote, McLaren a recruté Coulthard, mais cela n'a que peu d'importance pour Frank qui croit en sa pépite québécoise. Lui aussi est fils de pilote et se nomme Jacques Villeneuve. Remarqué par ses succès outre-Atlantique, victorieux à l'Indy 500 et au championnat IndyCar, Williams a soigneusement préparé l'arrivée de Jacques, qui a donc eu plusieurs journées de roulage. Et rapidement, le caractère bien trempé de Villeneuve va faire des étincelles. Jacques, c'est l'anticonformiste, et croyez bien que ça ne plaît pas à Patrick Head. Villeneuve et Head vont se prendre la tête tout le temps. Un rebelle qui donne des cheveux blancs à l'indéboulonnable directeur technique. Et il faut dire que le recrutement de Villeneuve va provoquer une réaction en chaîne qui ne va pas mettre Williams sur de bons rails. En effet, durant le test opposant Hill à Villeneuve en 95, l'Anglais a collé 2 secondes au débutant. 2 secondes, que l'équipe minimisera à 8 dixièmes. Un écart qui a alerté Adrian Newey, opposé au recrutement du Canadien. Voilà qui fait naître des tensions entre l'ingénieur et son équipe. Mais bon, Villeneuve n'est pas mauvais, loin de là, et fait parler sa folle vitesse de pointe. Cela dit, le Canadien en manque encore un petit peu dans certains domaines. Damon Hill est plus complet, et Jacques doit progresser. Dans cette saison 96, Michael Schumacher a rejoint Ferrari, et l'Allemand n'est que ponctuellement un adversaire. Et Williams Renault ont le champ libre, et les deux pilotes se battent pour le titre. Mais sur l'ensemble de la saison, Damon est supérieur et devient, comme son père, champion du monde. Ça se passe au Japon et à l'image de Jones, Rosberg et Mansell, Damon remporte sa dernière course avec Williams. Oui, là encore, Williams ne parvient pas à conserver son champion, trahi par son inflexibilité. En fait, durant la saison, Damon a cru que son nouveau statut lui permettrait de négocier une revalorisation auprès de son équipe, mais comme avec Rosberg, Piquet et Mansell, Frank n'accepte pas. Surtout qu'à côté, Jacques semble capable de tenir la baraque. Pas de l'avis de tout le monde, mais c'est Frank et Patrick qui décident. Damon se fait donc doubler et sera remplacé par Frentzen, dont on dit beaucoup de bien. On en dit beaucoup de bien, mais l'Allemand va être atomisé par Jacques Villeneuve, malgré une victoire à Imola. Désormais leader de l'écurie, Jacques concrétise les espoirs placés en lui et lutte vaillamment contre Michael Schumacher, de nouveau principal challenger de Williams. Le combat est âpre. Villeneuve s'impose à 7 reprises et Schumacher 5 fois.
Mais malgré tout, jamais les deux protagonistes ne partagent un podium ou s'affrontent directement en piste avant la finale à Jerez. À l'instar du Grand Prix d'Australie 94, ça vire à l'accrochage. Mais cette fois-ci, cette manœuvre de Schumacher se conclut à l'avantage de Williams. Ça ne se joue à rien. Dans l'impact, le support de batterie a lâché et sa dernière n'est tenue que par un câble. Littéralement sur le fil, à l'issue d'une saison éprouvante, Jacques Villeneuve décroche le titre mondial des pilotes et Williams celui des constructeurs, respectivement les 7e et 9e de leur histoire, mais aussi les derniers. Car si durant la période 88-90 s'est dessiné quasi une décennie de domination Williams, en 97 il s'est dessiné le déclin d'une des plus grandes écuries de l'histoire. Depuis 1977 et son retour, Williams a toujours gardé son leitmotiv, l'indépendance à tout prix et hors de question d'en déroger. Mais au fil du temps, ça leur a joué des tours. Avoir le dernier mot c'est bien, mais ça a aussi parfois des limites. Si, pour le meilleur, cette attitude a permis à Frank d'attirer les moteurs Honda puis Renault avec de sacrés avantages, l'écurie de Didcot aura perdu de bons éléments. Frank Derny, Neil Otley ou Ross Brown dans un premier temps. Cette inflexibilité s'est vue aux côtés des pilotes avec les départs de Rosberg, mais surtout de Piquet, Mansell, Prost et Hill. À ne jamais vouloir céder de terrain, Williams s'est enfermé. En 97, cette politique a fait fuir nul autre qu'Adrian Newey. Ce dernier aspirait à devenir directeur technique et plus seulement chef aérodynamicien. Mais ce poste de leader est attribué à Patrick Head, cofondateur de l'écurie, hors de question de mettre en doute sa place. Alors, Newey a fait confiance à McLaren et a laissé en cadeau d'adieu une FW19 qui sera la dernière Williams championne du monde. En plus du départ de Newey, Williams perd un autre pilier de sa réussite, Renault. Le losange décide de quitter la Formule 1. Une Formule 1 qui se professionnalise davantage et où les coûts deviennent de plus en plus importants. C'est à partir de 1997 que Williams commence à décliner. Les conséquences de ces mauvais choix sont visibles dès la saison 98 où Williams ne parvient pas à négocier le virage des nouvelles réglementations. De plus, avec les moteurs Mecachrome, difficile de bien figurer. Alors après, ça aurait pu être bien pire car Williams parvient à accrocher quelques podiums. Mais clairement, cette situation n'est pas viable et pour continuer d'exister, Williams a besoin de résultats. Et pour avoir de bons résultats, il faut un partenariat solide avec un bon motoriste. Mais encore une fois, Williams ne parvient pas à conserver ses pilotes et au terme de la saison 98, Villeneuve et Frentzen se font la malle. Ainsi, Frank recrute Ralf Schumacher et Alessandro Zanardi. En 95, Williams avait essayé de mettre la main sur Michael, mais ce dernier a préféré tenter l'aventure avec Ferrari. C'est donc Ralf qui rejoint Frank et Patrick, et si l'Allemand va se montrer solide, on pouvait s'inquiéter au début. Par contre, en F1, Zanardi n'a jamais brillé et sa saison 99 sera très décevante avec aucun point de marqué. Mais l'espoir fait vivre et l'espoir se nomme BMW. Courtisé en 1982, ce partenariat démarre donc en 2000 et d'emblée, Williams apparaît plus solide. Si Schumacher est désormais le numéro 1, Williams fait débuter Button. Le Britannique montre de très belles choses, mais ne restera pas dans l'écurie de Didcot. Un peu comme Villeneuve, Frank est séduit par la vedette américaine Juan Pablo Montoya. La saison 2000 a permis à Williams d'établir de bonnes bases avec BMW et cela s'est soldé par 3 podiums, dont un dès la première course. Et en 2001, ce partenariat commence à payer. Alors, une des raisons du bond en avant de Williams dans les années 2000, c'est d'une part un moteur BMW surpuissant et d'autre part les pneus Michelin. L'équipe à battre à ce moment-là, c'est Ferrari et les rouges sont équipés des pneus Bridgestone avec toute l'attention qui va avec. Sauf que Michelin et Pierre Dupasquier veulent gagner et ils y mettent le paquet. Williams fait partie des principales équipes de développement et tout ça se traduit en piste par une performance croissante. Avec un duo séduisant composé de Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya, Williams joue les troubles faits. Lors du Grand Prix de Saint-Marin, Williams, BMW et Michelin renouent avec le succès grâce à Ralf Schumacher qui décroche sa première victoire en Grand Prix. L'Allemand en prendra 2 autres au cours de cette saison 2001.
Montoya, lui, donnera des sueurs froides à Patrick Head. Le commandant en seconde Williams gueulera plus d'une fois sur le Colombien au caractère bien trempé, mais à force, Juan Pablo se canalise au point de s'offrir naturellement sa première victoire à l'occasion du Grand Prix d'Italie à Monza. En 2002, Ferrari reprend le dessus, mais Ralph profite des débords de son frère à Sepang pour prendre la seule victoire Williams de la saison. Durant cette année, l'écurie de Frank peut avoir quelques regrets, à laisser passer quelques occasions de victoire avec une réactivité stratégique dans des moments cruciaux assez déplorables. Mais 2003 se passe mieux et Williams se place en prétendant au titre. Si Ralph s'impose à 2 reprises, Montoya prend clairement les devants en interne. Il s'impose à Monaco et en Allemagne de manière impressionnante et lutte pour le titre jusqu'à l'avant-dernière épreuve de la saison. Malheureusement, en 2004, Williams n'est pas récompensé par ses paris techniques, une voiture avec le nez très particulier qui a marqué sa génération. Et bon, l'écurie perd du terrain. Ralph est maintenant clairement dominé et sera remercié quand Juan Pablo Montoya, inquiet de l'avenir de l'écurie, décidera de partir chez McLaren. Au Brésil, à l'image de Jones, Rosberg, Mansell et Hill, il décroche la victoire pour sa dernière course avec Frank. La dernière victoire de Williams à la régulière. Parce que oui, la victoire de Maldonado en 2012, oui, elle a été faite à la régulière, mais uniquement dans le cadre de ce week-end espagnol. Durant la saison, tu peux pas t'imaginer Williams prendre d'autres victoires. Peut-être un podium à Valencia, mais bon, c'est Maldonado, mais on y reviendra après. Voilà pourquoi je dis que Brésil 2004 est la dernière victoire à la régulière de Williams, parce que oui, c'était pas terrible en début de saison avec le nez bizarre, mais quand ils ont changé, quand ils sont revenus sur un nez plus conventionnel, l'écurie a repris sa place d'outsider et de prétendant à la victoire quasiment chaque week-end. Voilà pourquoi je dis que 2004, c'est la dernière à la régulière. Parce que oui, ses succès dans la première moitié des années 2000 cachent une grande fragilité chez Williams. Cette équipe n'arrive pas à tirer de grands ingénieurs et ses châssis manquent clairement de performance. Si Williams est parvenu à prendre 10 victoires entre 2001 et 2004, c'est en grande partie grâce à BMW et Michelin. La structure de l'écurie ne convient plus vraiment à ce que la F1 demande et peu à peu, Williams se fait décrocher. En 2005, Heidfeld et Webber ne font pas de miracle et une décision importante va être prise par Frank. En effet, BMW, incarné par Mario Theissen, souhaite prendre de l'importance en rachetant une partie de son équipe. Quelle audace de proposer ça à celui qui n'a jamais voulu lâcher 1% de son équipe! La réponse est évidemment non, et cette décision qui aurait pu être salvatrice pour Williams va enterrer l'équipe. BMW se tourne donc vers Sauber et achève donc son partenariat avec l'écurie de Didcot, scellant le sort de cette dernière. Longtemps une référence en Formule 1, Williams va désormais dégringoler. Cette équipe n'a jamais revu sa structure. Une gestion archaïque dans un monde tel que la Formule 1 ne pardonne pas. Toutes les équipes ont dû trouver d'autres sources de financement et les indépendants tels que Frank disparaissent à vue de nez. Jordan a été vendu, Minardi a été racheté par Red Bull et Sauber par BMW. Seul Williams reste dans le paysage avec comme unique activité la Formule 1. Alors, seule la F1 comme activité, ce n'est pas totalement vrai, car il faut savoir que dans les années 90, Williams, de par son association avec Renault, a été engagé en BTCC, sans oublier le département technologique, vendu il y a quelques années, qui était notamment impliqué en Formula E. Mais ce que je veux dire, c'est que la F1 et la course sont les seules activités de Williams. Contraint de s'associer avec Cosworth en 2006, la fiabilité va coûter cher à l'équipe. Car la voiture n'est pas si mauvaise, et Mark Webber sera plusieurs fois en position de jouer les podiums. À ses côtés, l'histoire est belle, car Williams fait débuter Nico Rosberg, fils de Keke. Ce dernier montre une belle pointe de vitesse, mais est encore trop vert. Il lui faudra du temps pour atteindre la maturité. Cette saison frustrante de 2006 fait fuir Webber qui va donc chez Red Bull. Frank récupère ainsi Alexander Wurz et signe un partenariat avec Toyota. Un peu d'espoir donc, même si c'est plus un sursis. Ce qui est évident, c'est que Williams n'est plus une écurie de haut de tableau et on les observe péniblement tenter de survivre dans l'anonymat du midfield. Seulement 4 ans après avoir rêvé du titre. Dans cette saison 2007, Wurz accroche un podium miracle au Canada. En fin de saison, face à un bilan alarmant et une faible capacité de réaction, Frank accepte de faire des concessions et Wurz est remplacé par Nakajima, pilote Toyota. Mais le japonais n'arrive pas à briller en 2 saisons et se fait dominer par Rosberg qui prend peu à peu en volume. Ce qui, au passage, justifie la politique de Williams de ne pas prendre de pilote payant. Mais là, il n'y a plus le choix, car avec des piètres résultats, les sponsors sont de plus en plus timides et l'histoire n'est pas un argument valable, surtout en période de crise financière.
Cela dit, en 2008 et 2009, ce vestige de la Formule 1 parvient à se montrer quelquefois. Rosberg décroche ses premiers podiums et en 2009, grâce notamment à un double diffuseur, l'écurie retrouve un petit peu de forme, mais pas autant qu'espéré. À l'issue de cette saison, Rosberg s'en va et Toyota quitte la Formule 1. Williams se retrouve seul à nouveau. Et toujours pas de plan de sauvetage crédible sur le long terme. Clairement, la situation est mal engagée. En 2010 et 2011, la situation n'est plus réjouissante et Williams fait désormais partie des équipes de fond de grille dont on regrette. Cela dit, le line-up est intéressant avec Nico Hülkenberg qui débarque du GP2 après une saison de domination et un Rubens Barrichello regonflé après une campagne à succès avec Brown. Le Brésilien parvient à prendre 2 top 5 et se classe 10e du championnat quand Nico sécurise une pole position miracle à Sao Paulo après un pari stratégique. Malgré tout, l'Allemand manque d'expérience et il est contraint de quitter l'écurie au terme de la saison pour laisser la place à Pastor Maldonado et à ses dollars. Mais le Vénézuélien reste un pilote rapide qui pourrait faire des miracles. Ouais, en tout cas, 2011 est alarmant. Les moteurs Cosworth sont faiblards, les châssis ne sont pas performants et les pilotes galèrent. Williams n'entre que 3 fois dans les points et termine 9e du championnat constructeur. Et alors que Barrichello est encore performant, il est prié de s'écarter pour laisser sa place au neveu de son mentor, Bruno Senna. Alors oui, c'est une belle histoire c'est sûr, mais Bruno n'est pas Ayrton, et même s'il apporte des soutiens, il manque de performance. Alors il faut espérer que le remariage avec Renault soit une réussite. Mais n'allons pas trop vite et regardons l'organigramme de l'écurie qui a changé. Au milieu des années 2000, Patrick Head a fait un pas en arrière et a laissé le département technique à Sam Michael, et en 2012, il est lui-même remplacé par Mike Kaflan. Mais surtout, à la tête de l'écurie, Frank a cédé sa place, un changement qui sera fait en 2013. S'il reste le leader spirituel de l'équipe avec toujours un pouvoir décisionnel, il confie la direction de Williams à sa fille, Claire. Et cette dernière affirme que l'écurie n'est pas à vendre à un sponsor et que Williams ne compte pas devenir une écurie B. Williams restera indépendante quoi qu'il arrive. C'est bien la fille de son père. D'ailleurs, Frank n'a pas que Claire comme enfant, il a aussi 2 fils. Cela dit, l'écurie de Claire cède 15% de ses parts à la société d'un certain Toto Wolff. Après, si la fille reprend le flambeau, son style de management est bien différent de son père, moins autoritaire et plus moderne. Bonne nouvelle pour 2012, le moteur Renault est de retour dans la Williams et cette saison va être un bref soulagement. Parfois, la voiture est performante et Maldonado, quand il se crache pas, réalise d'excellentes performances. Et comment ne pas parler de sa victoire surprise à Barcelone? Sur ce tracé catalan, la FW34 est très véloce et Maldonado hérite de la pole position après la pénalité d'Hamilton. Au départ, s'il se fait manger par Alonso, Pastor ne lâche pas l'Espagnol et reprend les commandes après les arrêts au stand. Beaucoup ont encore du mal à le croire, mais c'est bien vrai, Pastor Maldonado décroche la 114e et à ce jour, dernière victoire de Williams. Une parenthèse féerique pour cette écurie en difficulté. On croirait presque que Claire est pactisée avec le diable, d'autant plus que le garage Williams prend feu après le podium. Bref, durant cette saison 2012, Maldonado est le plus réaliste, mais Senna est plus régulier. Cela dit, le poliste est remercié et remplacé par le protégé Toto Wolff et 3e pilote Valtteri Bottas. Mais la saison 2013 est un triste retour à la réalité et la voiture n'est absolument pas performante. À eux deux, Maldonado et Bottas ne scorent que 5 points et Williams termine de nouveau 9e du championnat, devançant seulement Marussia et Caterham. Les mauvais choix opérés depuis 96-97 sont chèrement payés par cette écurie qui refuse de mourir ou d'abdiquer. Claire fait de son mieux pour tenir la boutique et Frank, désormais âgé de plus de 70 ans, est toujours là dans le garage, à sa place, au sein de la famille qu'il a créée. En 2014, Williams obtient de Mercedes des blocs propulseurs pour cette nouvelle réglementation hybride. Et ce nouveau partenariat est clairement le bienvenu car le moteur allemand est au-dessus du lot et va replacer Williams sur la grille. En plus, Pastor Maldonado est remplacé par Felipe Massa qui va donc former avec Bottas une paire très intéressante. Et pendant 3 saisons, on profite du retour de Williams sur les devants de la grille. Avec leur nouvelle livrée Martini, l'entame de saison 2014 est bonne, sans pour autant que Williams affiche son meilleur niveau. En fait, il faut attendre le Grand Prix d'Autriche pour que l'écurie de Claire crée la surprise. En qualification, Felipe Massa décroche une belle position inattendue devant son équipier Bottas. Une première ligne 100% Williams, mais qui se fait manger par Mercedes le lendemain. En revanche, ce week-end-là, Bottas obtient son tout premier podium. Mérité, mais derrière ses performances se cache une triste réalité similaire aux années 2000. Le châssis, en réalité, il est pas ouf, c'est le moteur Mercedes qui est vraiment au-dessus du lot. Mais en attendant, en 2014,
Williams monte sur 9 podiums et s'affirme en fin de saison comme la principale menace de Mercedes. Mais 2015 confirme que Williams n'a toujours pas les armes pour rester durablement au sommet. De 9 podiums, on passe à 4 avec un énorme regret pour le Grand Prix de Grande-Bretagne où Bottas et Massa menaient une grande partie de la course. Mais de mauvaises décisions et une physionomie à l'avantage des flèches d'argent enterrent les espoirs d'un succès qui n'aurait pas été volé. Car entre 2014 et 2015, avec des si, on aurait pu avoir une 115e voire une 116e victoire de l'équipe. Mais il n'en est rien. De nouveau 3e des constructeurs, Williams perd encore de la vitesse en 2016 et ne monte que sur un podium. Bottas finit 3e au Canada. Les autres équipes se mettent à niveau et Williams stagne, ralenti par une gestion à l'ancienne, manquant de possibilités de réaction et s'entêtant à faire fonctionner une recette anachronique. Alors oui, c'est ce qui fait son charme, mais pour combien de temps encore? En fin d'année 2016, Massa annonce sa retraite pour laisser sa place à Lance Stroll, dont le père, Lawrence, investit dans l'écurie. Mais à côté, Rosberg prend sa retraite et Bottas est recruté par Mercedes. Alors, Claire rappelle Felipe qui prolonge d'une saison. Dans cette nouvelle réglementation, Williams offre quelques sursauts d'orgueil avec quelques courses solides de la part du Brésilien qui inscrit de beaux points. Lance se mettra péniblement en action, mais saura se montrer opportuniste à bas coût en prenant un podium miracle. Avec des si, Massa aurait pu gagner cette course. Surfant encore sur les bonnes choses des saisons précédentes, Williams conserve sa 5e place de 2016. Mais à partir de 2018, ça plonge dangereusement. Felipe Massa a donc pris sa retraite et il est remplacé par Sergei Sirotkin. Pas mauvais pilote, le Russe n'a cependant pas les armes pour tenir la barre chez Williams. De même que Stroll avec qui il forme un line-up trop inexpérimenté au vu de la situation. Sportivement, l'écurie plonge dangereusement et n'accroche que des points miraculeux. Résultat d'une mauvaise gestion et ainsi, la santé financière de Williams devient critique. Cette saison ratée condamne le directeur technique. Après Pat Simons, Paddy Lowe était revenu dans l'écurie qu'il a révélée, mais a échoué à redresser cette dernière. D'ailleurs, son licenciement a été géré de manière assez bizarre, avec beaucoup de discrétion, sans expliquer le pourquoi du comment. Tant qu'on parle de retour historique, il faut tout de même parler du retour du cofondateur Patrick Head, revenu pour tenter désespérément de sauver l'équipe qu'il a bâtie avec son ami. Et quand on voit comment se passe le début de saison 2019, on comprend. Après avoir raté les 2 premiers jours d'essais hivernaux, les pilotes que sont Robert Kubica et George Russell comprennent que la voiture est encore pire que 2018, très loin de la 9e et avant-dernière écurie. Durant toute la saison, Williams tombe dans l'oubli et les observateurs se demandent s'ils ne sont pas en train d'assister à la mort de cette écurie mythique. Mais Williams revient dans la lumière le temps d'un week-end à Silverstone. Pour célébrer les 40 ans de leur première victoire avec Regazzoni, Williams reçoit quelques hommages et Frank sera même passager d'un tour de démonstration avec Sir Lewis Hamilton, nous offrant donc une image très touchante. Non pardon, en 2019, Lewis n'était pas encore Sir Lewis, en revanche, Sir Frank oui. Sir Frank a été anobli en 1999. Cette exhibition sera l'un des rares moments de soulagement de Williams en 2019, avec le point acquis sur tapis vert par Kubica à Hockenheim, après les disqualifications des Alfa Romeo. Un petit peu un hold-up, surtout quand on sait que le revenant était dominé par la pépite Russell. Un retour qui mérite d'être salué à sa juste valeur, mais qui n'a pas été aussi bon qu'espéré. Robert est ainsi remercié et remplacé en 2020 par un certain Nicolas Latifi. Encore moins d'espoir placé en lui. La nouvelle saison 2020 est évidemment marquée par la pandémie mondiale, et cela fait fuir un sponsor important de l'écurie Williams qui court droit à sa perte. Le pire cauchemar de Claire était de détruire ce qu'avait construit son père, mais on ne peut pas lui attribuer l'entière responsabilité de cet échec. Le problème, c'est de ne pas avoir réussi à s'adapter et de ne jamais, ou trop peu, déroger à une règle qu'avaient établie Frank et Patrick 40 ans avant. De rester inflexible, indéboulonnable, et de continuer de croire que la passion et le dévouement, aussi grands et admirables soient-ils, suffisent à tenir une équipe de Formule 1 et à lui redonner ses lettres de noblesse était une erreur. Certes, sans acheteurs, Williams disparaîtrait tôt ou tard, car on a compris depuis longtemps que cette structure était obsolète. Mais il faut tout de même avouer que cette dévotion et cet amour forcent le respect. Car si ces aspects honorables ne sont pas périns, ils suscitent une profonde admiration. Âgé de presque 80 ans, chose rare pour un tétraplégique, Frank Williams, bien qu'éloigné des circuits, continuait d'observer sa fille.
C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'au Grand Prix d'Italie, dans une saison moins pire que 2019 mais toujours en fond de grille, qu'on assiste au dernier Grand Prix de Williams sous sa direction familiale. Pour la beauté du geste, c'est Claire elle-même qui sort ses voitures. Et les hommages affluent, car s'il était passé au second plan, il était toujours là. Un vestige d'une époque lointaine qui n'aura vécu que pour une seule chose, la course. Un homme pour qui l'extraordinaire était sa routine, et pour qui la routine, le simple fait de passer du temps avec ses enfants et ses petits-enfants, était quelque chose d'extraordinaire. Comme toutes ces personnalités qui ont marqué l'histoire du sport automobile, Frank n'est pas tout noir ou tout blanc. Critiquable sur sa gestion glaciale et dure, mais admirable par son dévouement et sa volonté d'acier. Qui a bâti un empire de zéro, et pour qui faire une concession était un signe de faiblesse. Qui a débuté avec des Pierce Courage, Max Mosley ou Jochen Rindt, qui a eu dans ses rangs des Piquet, Mansell, Prost ou Senna, et qui a terminé aux côtés de Massa, Bottas, Stroll ou encore Russell, côtoyant des Hamilton, Alonso, Leclerc ou Verstappen. En 2020, l'écurie Williams est rachetée par un fonds d'investisseurs et ainsi la famille est évincée. Désormais privé de ce qui l'a toujours animé, de sa raison de vivre, Sir Frank Williams nous quitte le 28 novembre 2021 à l'âge de 79 ans. Une légende de la Formule 1 s'éteint et avec lui, une grande partie de l'âme de cette équipe. Au moins, Sir Frank est parti en voyant son équipe, reprise en main par Jost Capito, retrouver un petit peu de forme et un petit peu de vie. En 2021, Williams retrouve les points et crée plusieurs fois la surprise entre les mains d'un des plus grands espoirs de sa génération, au point même de retrouver les chemins des podiums. Pendant 2 ans, Jost Capito succède à Claire et Frank Williams. Désormais avec une structure plus en accord avec son temps et avec une Formule 1 de plus en plus rentable, l'avenir de Williams semble assuré. Du moins sur le moyen terme. Bien que cette écurie mythique ait perdu son fondateur, les fans apprécient de voir encore ce nom sur la grille. Encore plus quand cette dernière montre des signes de vie encourageants. La saison 2021 marque le début d'un renouveau et après 3 saisons achevées à la dernière position du championnat, Williams termine 8ème. En 2022, avec Alex Albon en leader, Williams poursuit sa mutation avec un petit peu d'opportunisme, inscrit quelques points même si elle retombe à la 10e place. En 2023, Jost Capito s'en va, il est remplacé par un ingénieur de talent ayant une part de responsabilité importante dans les succès de Brown ou Mercedes, James Vowles. Un ingénieur talentueux à la tête de Williams, au fond, on s'y retrouve. Hasard ou non, Williams réalise une campagne 2023 très convaincante et prend même la 7ème position du classement constructeur. James Vowles semble avoir les épaules pour redresser cette équipe, qui n'est plus larguée, mais le Britannique, francophone, comme Frank, confirme bien que cette écurie mythique a pris beaucoup de retard. Selon ses dires, avec du matériel et des méthodes ayant plus ou moins 20 ans. Comme quoi, la passion et la dévotion ne sont pas si inutiles que ça en fait. Car pour tenir une équipe de Formule 1 dans ces conditions, il en faut de la volonté. Aujourd'hui, Williams est une force de la 2e partie de tableau, et il est clair qu'il sera compliqué de rejoindre les 5 top teams. Mais il y a de l'espoir, et les réglementations de 2026 en font partie. Si en 2024, l'écurie de Grove s'est quelque peu pris les pieds dans le tapis, on peut attendre d'elle qu'elle gratte quelques points par-ci par-là. Ce qui est sûr, c'est que son avenir se dessine aujourd'hui, dans l'ombre. Personnellement, et je ne suis pas le seul, j'aime beaucoup cette écurie Williams. Évoquer ce nom, c'est évoquer plus de 40 ans d'histoire. À l'image de Ferrari et McLaren, c'est une écurie historique et un nom de légende qui, aujourd'hui, attire beaucoup de sympathie autour de lui. Certainement l'une des écuries les plus touchantes de la grille, et franchement, je leur souhaite tout le meilleur. Revenir au sommet? McLaren l'a fait, alors pourquoi pas Williams? On arrive au bout de cette longue vidéo, ce documentaire au final sur Williams. J'espère que ça vous a plu, c'est plusieurs mois de travail pour être honnête, donc j'espère franchement que ça vous a plu, sinon sinon tant pis quoi, donc vous savez quoi faire sur la plateforme si c'est le cas. J'ai kiffé revenir sur plus de 40 ans d'histoire d'une écurie aussi mythique. Il y aura d'autres écuries de la trompe de Williams, hein. Il y aura McLaren, il y aura Ferrari. Ferrari ne sera pas qu'une vidéo, je pense, parce que c'est tellement gros que... Bref, vous avez compris. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je me répète, par contre, je n'ai pas dit que sur le côté gauche de l'écran, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Et pour le coup, continuez d'aimer Williams, parce que... J'adore cette écurie. 2024, c'est extrêmement frustrant, parce qu'ils ont une voiture qui mérite... Ok, peut-être qu'ils auraient fini 9ème. Mais plus proche des 3 de devant. Quoi. Mais bon, après 9ème, disons que si Alpine n'avait pas fait le podium, ils auraient encore pu espérer jouer
la 8e place, mais voilà, bref. C'est frustrant, 2024 c'est frustrant, ce n'est pas représentatif de la dynamique de Williams. Et 2025 risque d'être encore piégeux. Mais ça veut dire que 2026, il ne faudra pas se rater, et je leur souhaite. Mais voilà, ils redeviennent attractifs, il y a encore de... J'aimerais bien que Williams nous fasse une McLaren. Et ça passe aussi par des pilotes de gros calibre. Voilà. Mais ça viendra, j'espère que ça viendra. Il y a une histoire de dingue, hein, Williams. Et parfois, ça peut faire un peu doublon avec les vidéos sur Damon Hill et Nigel Mansell. Et même Renault, au final, parce que je suis encore dans cette période-là. Ces vidéos traitent aussi de cette période-là, mais voilà, au moins on a parlé, on a couvert, je pense, toute l'histoire Williams. Pour ce qui est de Renault, Mansell, Hill, ça revient plus dans le détail sur ces périodes. Donc ça complète au final. Ça complète, parce que vous avez vu, hein, 92, on n'a pas parlé plus que ça. On a parlé ce qu'il fallait pour bien comprendre. L'époque Damon Hill non plus. Voilà. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, en gros, allez voir ces autres documentaires. Bref, des bisous.